Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être restés malgré l'annonce sur le CRI. J'imagine qu'il y a déjà un petit côté un peu anxiogène à cette présentation. Alors, je ne vais pas parler que de CRI aujourd'hui, je vais parler de mes travaux sur la science en général et je vais introduire avec le CRI. On va réfléchir aujourd'hui à ce qui définit un son saillant, comment les sons sont saillants en termes auditifs, et parler de nos récentes découvertes concernant la manière dont les sons saillants sont codés et adressés dans certains réseaux cérébraux. Donc la plupart des sons que vous allez entendre aujourd'hui sont extrêmement désagréables, et je m'en excuse. C'est un parti pris de ma recherche de ne pas travailler sur les sons agréables. J'ai l'impression que tout le monde travaille sur les sons agréables, la musique. Et donc voilà, j'ai pris les sons désagréables comme niche de recherche, avec l'idée aussi que l'aversion auditive, le fait qu'un son soit désagréable et déclenche des réactions émotionnelles particulières, reflète une certaine... constitue un problème réellement important au niveau évolutif et a réellement une importance biologique particulière. Donc je vais essayer de vous convaincre que ces recherches pourraient aussi avoir un impact potentiel sur la manière dont on comprend le codage de l'information temporelle dans le cerveau humain et de mieux comprendre pourquoi certains sons sont désagréables à nos oreilles. Alors, je vais d'abord vous parler un petit peu de science. Pourquoi on s'intéresse à la science? Parce que c'est détecter un événement et réagir rapidement à cet événement est essentiel pour la survie. Et dans ce cadre, la vision n'est pas nécessairement la mieux adaptée pour détecter des événements importants. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, par exemple, on est en présence d'un serpent que vous n'aviez peut-être pas vu, parce qu'il est bien camouflé, mais par contre, on aurait pu l'entendre. Et le problème de la vision, c'est qu'elle est limitée. On ne peut pas voir quand on dort, on ne peut pas forcément voir un serpent qui est caché derrière un buisson. Par contre, on peut éventuellement l'entendre. L'audition, c'est une fonction très sensible et fonctionne malgré la distance, malgré les obstacles, et fonctionne également pendant le sommeil. Donc elle constitue une source d'information essentielle, et c'est très important de pouvoir réagir à un son et à la saillance d'un son en particulier. Donc pour étudier la science de façon un peu innovante, on a décidé d'explorer les stratégies que nous utilisons pour attirer l'attention des autres. Donc je vais vous prendre un exemple. Imaginez que vous êtes dans une foule, vous êtes un enfant dans une foule, vous êtes perdu. Vous avez besoin de capturer l'attention des gens qui vous entourent, donc d'attirer l'attention pour que les gens fassent attention à vous et s'occupent de vous. Le moyen le plus efficace d'être saillant dans cette situation et d'induire une réaction rapide, par exemple de vos parents, est de crier. Le hurlement a probablement des propriétés particulièrement intéressantes car il est capable de recruter l'attention et de déclencher des réactions très rapides, parfois même un peu exagérées de la part des parents. Ici, nous allons donc nous intéresser ou utiliser une nouvelle approche pour explorer la notion de science. C'est l'étude des signaux de communication cherchant à capturer l'attention de l'auditeur. Nous allons donc explorer la notion de science auditive en nous attachant à tenter de mieux comprendre les points suivants. Je vais d'abord vous parler du cri chez l'humain et décrire le cri comme un signal de communication dont on va montrer qu'il est particulièrement saillant, et ce, à cause d'une propriété acoustique de celui-ci, qui est la rugosité. On va parler de saillance auditive, je vais caractériser ces sons et essayer par la suite de décrire les réactions comportementales qu'ils sont capables d'induire. On va ensuite regarder ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui entend un cri ou des sons rugueux, et quelles sont les réponses cérébrales donc, à la saillance et à la rugosité. Et ensuite, on va sortir du cri, on va essayer de généraliser à des sons toujours rugueux, mais synthétiques, pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes neurophysiologiques impliqués dans le traitement de ces sons saillants. Ensuite, je vais essayer de vous démontrer que l'écoute de tels sons implique non seulement le système auditif classique, mais également d'autres voies sensorielles qui sont nommées non classiques. Et pour finir, je vais essayer de vous convaincre que ces voies non classiques sont notamment impliquées dans certaines pathologies des réseaux de traitement de la saillance, justement. Donc on va d'abord s'intéresser au cri, avec l'idée que le cri est une vocalisation essentielle.
Elle est essentielle pour la survie. On pense par exemple au nouveau-né qui n'a pas beaucoup de chances de survivre tout seul. Et pour pouvoir obtenir de l'aide quand il est en danger ou quand il a faim, ou pour pouvoir obtenir ce dont il a besoin, il a la fâcheuse tendance à utiliser le cri, ce qui par ailleurs est très efficace pour obtenir l'aide de ses parents. Le cri se propage rapidement, il ne peut pas être interrompu ou difficilement, il est très difficilement ignorable aussi. Et au niveau biologique, c'est un objet vraiment intéressant parce qu'il est inné et qu'il est partagé par de nombreux mammifères. Contrairement à toutes sortes d'autres vocalisations telles que la parole, on ne peut pas dire qu'on partage réellement la parole avec d'autres animaux. Le cri, lui, il semble être partagé avec de nombreux autres animaux, ce qui, d'un point de vue évolutif, est très intéressant. Et donc pour ces raisons-là, on a décidé d'étudier les cris et on a émis deux hypothèses principales. La première, c'est que, afin d'être traités de façon sélective et exclusive comme signal d'alarme, les cris doivent être distinguables des autres vocalisations. Et les cris doivent également être perçus rapidement et inconditionnellement par l'auditeur. Jusqu'à ces travaux, il n'était pas très clair si les cris utilisaient des fréquences particulières. On considérait que les cris utilisaient un régime chaotique, c'est-à-dire une sorte de régime un peu imprévisible, de régime acoustique un peu imprévisible, qui les rendait vraiment saillants. Si on s'attache à essayer de comprendre comment le cerveau utilise les indices acoustiques, certains attributs acoustiques pour communiquer, on voit que ici, le cerveau est capable de percevoir des fréquences, disons, entre 20 Hz et 2000 Hz. Ce spectre audible se divise en catégories perceptives. On ne perçoit pas les fréquences basses comme les fréquences hautes. Donc au-dessus de 100 Hz, par exemple, on perçoit les sons comme on perçoit la hauteur des sons, et puis dans les fréquences basses, en dessous de 10 Hz, on va percevoir plutôt des événements distincts. Donc on a des catégories perceptives distinctes qui sont utilisées pour encoder des types d'informations différents. Donc, par exemple, la hauteur de la voix permet de catégoriser la taille ou le genre de la personne qui parle. Et puis, des indices plus lents, dont des segments plus longs, vont être utilisés pour passer des informations de type linguistique, donc des phonèmes, des syllabes ou des mots. D'accord ? Et puis ici, vous voyez, il y a un de ces attributs perceptifs qui s'appelle la rugosité, qui semble n'être utilisé par aucun signal de communication. Donc nous, on a émis l'hypothèse que déjà c'était très étrange que la rugosité, étant au milieu du spectre, ne soit utilisée par aucun signal de communication. On s'est dit que peut-être la raison pour laquelle on ne l'entendait pas dans les signaux de communication normaux est parce qu'elle est peut-être préservée pour passer un type d'information particulier, et en l'occurrence pour communiquer la présence d'un danger et signaler et être utilisé comme signal d'alarme. Donc notre premier objectif était de déterminer le contenu en fréquence du cri et de le comparer avec des sons neutres. Je vais vous décrire rapidement une méthode d'analyse acoustique des sons qu'on utilisera par la suite pour essayer de caractériser le contenu acoustique des cris. Donc si on prend un son, vous reconnaissez la forme d'onde qui décrit les fluctuations de l'intensité ici au cours du temps. Donc ça, c'est pour un ton à 1 kHz modulé en amplitude à 25 Hz. On a 25 modulations d'amplitude, 25 cycles par seconde, d'une porteuse qui est à 1 kHz. Dans le cas d'une phrase, par exemple, on a donc la fréquence fondamentale de la voix. La mienne doit être autour de 150 Hz, qui est modulée par la fréquence à laquelle nous ouvrons et nous fermons notre bouche pour produire des syllabes. Donc vous voyez ces fluctuations ici, des fluctuations plus lentes, qu'on appelle aussi l'enveloppe du son. Mais quand on regarde juste la forme d'onde, il n'est pas forcément évident d'extraire cette information de modulation d'amplitude. Une autre manière de représenter ces sons, et c'est le travail qui est fait par la cochlée, la première chose qui est faite par la cochlée, c'est de faire une analyse en temps-fréquence de ces sons, où sont représentés maintenant, où on peut représenter le son en fonction de son contenu fréquentiel. Donc ça, c'est une première transformée de Fourier qui nous donne des informations non seulement sur le contenu temporel, c'est-à-dire sur l'enveloppe, mais aussi sur le contenu spectral. Vous avez des fréquences, un certain nombre de fréquences
qui sont représentées ici. Mais l'information qu'on n'a pas encore, c'est à quelle vitesse la porteuse d'1 kHz ici, par exemple, est modulée en amplitude. Donc si on fait une deuxième transformée de Fourier sur ce signal-là, on peut retrouver cette modulation d'amplitude à 25 Hz. Le spectre de modulation temporelle ici représente donc les modulations temporelles de 0 à 200 Hz et les modulations spectrales de 0 à 10 Hz. Pour la forme d'onde, donc la forme d'onde du ton modulé à 25 Hz, ici, on retrouve bien l'effet à 25 Hz, enfin la modulation à 25 Hz. Et puis pour une phrase, on va obtenir un spectre de modulation qui montre qu'il existe essentiellement des modulations temporelles à basse fréquence en dessous de 20 Hz. Donc en dessous de 20 Hz, ici, sont représentées les modulations liées au rythme syllabique. Donc pour vérifier l'hypothèse selon laquelle les signaux d'alarme et les sons de parole normaux exploiteraient des fréquences distinctes, on a enregistré les vocalisations de 19 sujets. On a demandé à ces 19 participants de produire des phrases et de pousser des cris au laboratoire. Ça a été intéressant de faire cette expérience. Donc on a enregistré les vocalisations de 19 sujets et on a calculé le spectre de modulation pour chacun de ces événements. Donc on a d'abord voulu comparer... On a d'abord voulu comparer des phrases et des sons, des vocalisations qui n'avaient pas de sens. Une vocalisation A. Donc ça c'est une phrase. Oh my God, help me. C'est Oh my God, help me, qu'on va comparer avec une vocalisation A qui n'a pas de contenu syllabique ici. Ce qu'on voit, c'est que si on compare 19 de ces vocalisations donc à travers tous les participants, et qu'on compare quantitativement, on contraste les spectres de modulation des phrases et des sons ne contenant pas d'informations temporelles syllabiques, on voit que les phrases, effectivement, ont beaucoup plus d'informations temporelles, de modulation à basse fréquence, ce qui correspond au rythme syllabique. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de comparer le contenu fréquentiel des cris avec une syllabe, avec une vocalisation qui n'est pas criée. Donc je vais vous faire écouter un des cris maintenant. Voilà, donc ça c'est le genre de cri qu'on a enregistré au laboratoire. Et maintenant, si on calcule la différence entre une vocalisation neutre et un cri, on observe que le cri contient énormément de modulation d'amplitude dans une zone qui se limite entre 30 Hz et 150 Hz et qui est qualifiée de rugosité. D'accord ? Donc, ce qui fait d'un cri un cri, c'est la présence de ces modulations d'amplitude rapides qui sonnent un petit peu rugueux. Donc nous avons montré que dans les phrases, l'essentiel des modulations temporelles intervient en dessous de 20 Hz, alors que les cris, contrairement à la parole, contiennent des modulations rugueuses entre 30 Hz et 150 Hz. Donc il semble réellement que les cris utilisent une niche acoustique qui leur est propre et qui va être utilisée pour indiquer la présence d'un danger. Donc c'est cette niche que je vous montre ici. Contrairement à ce qui était présent dans la littérature ou absent dans la littérature, on montre ici que la rugosité est utilisée pour communiquer, mais qu'elle semble être préservée pour communiquer un problème ou pour alerter les auditeurs. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la caractérisation. On va un peu approfondir la caractérisation acoustique des sons rugueux. Et je vais vous parler de différents sons qui sont utilisés dans les alarmes. Donc pour vérifier la spécificité acoustique des cris, on a aussi comparé un certain nombre de vocalisations en se concentrant sur la rugosité de ces cris. D'accord ? Donc on a mesuré pour chacun des sons que je vais vous présenter maintenant, on a mesuré la rugosité et on a comparé des banques de sons. On a mesuré la rugosité dans ces banques de sons et on a comparé les sons entre eux. Donc, d'abord, on a comparé des cris avec des voix neutres et des voix a cappella, et on a montré qu'effectivement, les cris étaient beaucoup plus rugueux que les voix qui ne cherchaient pas à alarmer l'auditeur. On a ensuite voulu comparer différentes langues en se disant peut-être d'autres langues que l'anglais qu'on avait testé jusqu'ici pourraient contenir plus d'indices rugueux. Alors certaines langues, effectivement, sonnent pas forcément de manière très douce à l'oreille de tout le monde, mais globalement, toutes les langues qu'on a testées, aucune des langues ne présentait de rugosité particulière.
remarquez qu'il n'y a pas d'allemand ici et que la question se pose, de mon point de vue. Et puis enfin, on s'est posé la question de savoir si on utilisait aussi cette rugosité dans les sons d'alarme, avec l'idée que si on a envie d'alarmer l'auditeur avec un klaxon, par exemple, une bonne idée serait d'ajouter de la rugosité pour essayer de cibler les mêmes réseaux cérébraux qui sont ciblés par les cris. Et c'est effectivement ce qui se passe. Il semble que les gens qui designent les signaux d'alarme utilisent la rugosité de manière complètement empirique, parce qu'il n'apparaît pas dans la littérature qu'il faut utiliser de la rugosité pour rendre un son alarmant. Et donc, quand on compare des sons d'alarme qu'on a enregistrés, ou qu'on a pris sur Internet, et quand on compare ces sons d'alarme avec des instruments, on voit que les sons d'alarme sont beaucoup, beaucoup plus rugueux que les instruments, ce qui suggère que l'utilisation de la rugosité, ce n'est pas un épiphénomène de la vocalisation, c'est vraiment, on utilise la rugosité pour alarmer les gens. Et donc la rugosité constitue effectivement une sorte de niche acoustique qui est très utile pour alarmer l'auditeur. Ah, pardon, ça c'était donc l'alarme, donc un son d'alarme typique, un sifflet, qu'on va comparer avec une flûte qui est, pour laquelle on a ajusté le ton de la flûte de manière à ce qu'elle soit à la même hauteur. Voilà. Donc vous entendez un peu la rugosité du sifflet. Je vais vous le repasser, pardon. Voilà. Donc la rugosité, c'est cette espèce de fluctuation assez rapide qu'on perçoit très bien ici et qui rend le sifflet beaucoup plus saillant, disons. Alors, une autre analyse qu'on a essayé de faire, on est parti des travaux de Helmholtz en 1877, qui avait déjà proposé que la dissonance pourrait provenir de la rugosité des accords dissonants. Quand on associe deux fréquences ensemble, donc F1 et F2, ça c'est un accord Ré-Fa par exemple. Donc quand on additionne ces deux fréquences, peut émerger une troisième fréquence qui sonne comme un frottement. On a regardé 30 accords consonants et 30 accords dissonants et on a répliqué cette mesure de rugosité et on a effectivement trouvé que les sons dissonants étaient plus rugueux que les sons consonants. Ce qui pourrait expliquer pourquoi une des origines possibles de la dissonance, même si ce n'est pas la seule, il est possible que la raison pour laquelle les sons dissonants sont a priori plus désagréables vienne du fait qu'ils soient un petit peu rugueux et qui pourraient être un petit peu plus désagréables à nos oreilles. Alors maintenant, on va s'intéresser aux comportements qui sont induits par ces vocalisations. Donc dans une expérience comportementale avec des participants, on leur a demandé d'évaluer subjectivement à quel point le son, la vocalisation qui était produite semblait apeurée. D'accord ? Donc là, on leur demande de juger quelle était l'émotion de la personne qui vocalisait. Et on a observé que plus la vocalisation paraissait terrifiée, plus le son était rugueux, plus la vocalisation était rugueuse, plus le son paraissait apeuré. Et vous voyez qu'on a une corrélation extrêmement forte qui suggère qu'avec ce simple attribut acoustique qu'est la rugosité, on arrive à prédire pratiquement parfaitement le rapport subjectif des sujets. Donc c'est assez remarquable et c'est assez rare de pouvoir, avec un seul paramètre physique, prédire le comportement et surtout le rapport subjectif. D'accord ? Et puis ce qu'on peut faire avec une corrélation comme celle-là, c'est qu'on peut faire des prédictions. Donc on peut maintenant prendre d'autres sons et on peut essayer de mesurer la rugosité de ces sons et de dire est-ce que ces sons vont être plus ou moins désagréables. Donc dans ma banque de sons, j'avais des sons absolument horribles, j'avais des sons moins désagréables, comme celui-ci, et puis des sons beaucoup plus désagréables, qui sont donc un peu les gagnants du concours des armes de distraction. Alors, je vais d'abord vous présenter... Oh, pardon. Donc ça, c'est un cri d'adulte, je vais baisser un peu le son, pardon. Donc un cri d'adulte qui est très rugueux, qui est le cri de notre banque qui était le plus rugueux. Parce qu'il est vraiment bien. Un cri de babouin. Un sifflet de la mort qui est très désagréable. Je ne sais pas si vous percevez la rugosité, moi je suis assez sensible. Et puis maintenant, je vais vous présenter le grand gagnant de ce concours.
je le trouve très difficile à supporter. Et pourtant, c'est ma propre fille qui, à 2 mois, avait juste un petit peu faim et voilà, attendait son biberon. Donc le cri du bébé, il a une importance évolutive vraiment particulière. C'est très très important pour le cri de bébé d'être capable d'induire des réactions émotionnelles très fortes. Et jusqu'ici, c'était amusant. Malheureusement, l'exposition au cri de bébé peut mener à des comportements assez dramatiques. Donc c'est le cas du syndrome du bébé secoué, dans lequel les parents des bébés qui n'arrêtent pas de pleurer sont tellement exposés à ces cris et deviennent tellement fatigués qu'ils finissent par avoir des comportements extrêmement dangereux pour l'enfant, où ils se mettent à secouer l'enfant et ça a des conséquences dramatiques pour le développement de l'enfant par la suite. Donc j'ai réalisé une étude en collaboration avec des chercheurs de l'université de Emory où on a regardé les réponses cérébrales aux cris de bébé et ce qu'ils ont trouvé en IRM, donc en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ils ont essayé de regarder les réponses cérébrales à ces cris de bébé. Ils ont montré que non seulement ces cris sont capables de stimuler les cortex auditifs bilatéraux, ce qu'on pourrait attendre, d'accord, le cortex auditif est censé répondre à des sons, mais ils ont également trouvé des régions telles que l'insula et le cortex singulaire antérieur, qui sont des régions qui sont impliquées dans la perception, donc dans l'aversion, mais aussi dans la perception de la douleur. Donc ces cris de bébé semblent être capables de recruter des régions du cerveau qui sont vraiment sensibles à l'aversion. Et puis quand on a demandé à ces jeunes pères de nous dire à quel point les cris de bébé semblaient urgents ou perçants ou aversifs, en fait on a trouvé de nouveau une très forte corrélation entre la rugosité et le côté aversif de ces sons. D'accord ? Donc on a trouvé que les cris de bébé activent des réseaux liés à la perception de la douleur et de l'aversion, et que les cris rugueux sont perçus comme étant les plus désagréables. D'accord ? Donc le bébé semble aussi, lui, utiliser cette rugosité pour capturer notre attention et induire des réactions efficaces en général, mais qui peuvent devenir dramatiques si l'usage en est excessif. On s'est ensuite posé la question de savoir si cette rugosité avait la capacité d'accélérer les réactions, avec de nouveau l'idée que si cette rugosité est capable d'induire des réactions comportementales plus rapides, elle pourrait être très utile. Donc on a émis l'hypothèse que peut-être que cette rugosité pourrait accélérer la capacité à localiser un son dans l'environnement, par exemple. On a fait une expérience où on a demandé à des participants de localiser des sons présentés soit à droite, soit à gauche. Donc en fait, on avait des écouteurs sur les oreilles des participants. On introduisait un différentiel de temps entre les deux sons qu'on envoyait dans les deux oreilles pour essayer d'orienter la perception à droite ou à gauche du son. Et donc les sons étaient donc soit présentés à gauche ou à droite, et puis on présentait des vocalisations, des cris ou des cris synthétiques qui étaient des vocalisations auxquelles nous ajoutions des modulations d'amplitude à 100 Hz, donc dans le domaine de la rugosité. Donc ça, c'est des cris synthétiques. Ce qu'on observe ici, ce qu'on a mesuré, c'est l'efficacité de cette localisation, l'efficacité qui correspond à une sorte de moyenne entre la performance et la vitesse du sujet à localiser ce son dans l'environnement. Et donc quand on mesure cette efficacité de la localisation, on voit que l'efficacité des cris est bien plus importante que celle des vocalisations, mais que si maintenant on ajoute de la rugosité à la vocalisation, on obtient une efficacité qui est aussi grande que celle pour la localisation du cri. Donc, on montre que la localisation spatiale est plus efficace pour les cris que pour les vocalisations neutres, et que le simple fait d'ajouter des indices rugueux aux vocalisations neutres rend leur localisation aussi efficace que pour les cris naturels. Donc ça, c'est très important. Ça montre de nouveau que la rugosité a des propriétés et une capacité à accélérer nos réactions, et donc particulièrement utile pour faciliter les réactions. Donc maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe dans le cerveau de l'auditeur quand on lui présente des sons rugueux. Donc, je vous ai déjà montré quelques réponses chez le bébé, et ici, avec le cri du bébé, pardon. Et ici, on va s'intéresser aux réponses cérébrales en réponse à des sons déplaisants, donc soit des cris, des sons d'alarme ou des sons dissonants qui sont tous rugueux.
ou des sons neutres qui sont égalisés en intensité et en pitch. Donc la seule différence entre ce groupe de stimuli ici et ce groupe de stimuli là, c'est que ceux-là contiennent de la rugosité. Quand on contraste les réponses à ces sons, aux sons neutres et aux sons déplaisants, on observe que deux types de régions essentielles sont impliquées. Le cortex auditif primaire bilatéral et l'amygdale bilatérale. D'accord ? Donc les sons rugueux, qui sont perçus comme déplaisants, activent non seulement le cortex auditif, mais aussi l'amygdale. Et cette amygdale, c'est une zone sous-corticale qui est impliquée dans la perception des émotions et la perception du danger. Donc là aussi, ces sons rugueux semblent être capables de déclencher des réponses dans des régions qui sont impliquées dans la perception du danger. Donc la question qu'on se pose ensuite, c'est de savoir si cette amygdale elle-même, elle a une sensibilité particulière à la rugosité. Là, on a juste contrasté les sons rugueux et les sons neutres, mais on peut aussi essayer de voir si l'amygdale répond proportionnellement à la rugosité. Donc pour essayer de voir ça, on a utilisé une méthode un peu compliquée qui s'appelle la corrélation inverse, où on a pris, pour chaque son, on a regardé le spectre de modulation, et on a regardé le niveau d'activité de l'amygdale. On a corrélé le niveau d'activité de l'amygdale avec le spectre de modulation du son présenté, pour chacun de ces sons, et on obtient des corrélations, comme celle-ci, qui nous montrent que le cortex auditif primaire ne semble pas si sensible que ça à l'ergosité, alors que l'amygdale, elle, semble montrer effectivement beaucoup plus de corrélation avec des sons contenant des modulations d'amplitude entre 30 et 150 Hz, donc dans le domaine de la rugosité. Donc l'amygdale est particulièrement sensible aux fréquences rugueuses, ce qui suggère un routage préférentiel des sons rugueux vers l'amygdale. Cette idée que l'amygdale reçoit et va répondre rapidement à des sons pertinents, en particulier à des stimuli indiquant un danger, existait déjà dans le domaine visuel. Il a été suggéré il y a un certain temps déjà qu'il existerait des voies rapides menant directement à l'amygdale sans passer par les traitements corticaux plus lents. Dans une étude récente parue dans la revue Nature Neuroscience en 2016, Mendes Bertolo et collègues ont cherché à mesurer les réponses amygdaliennes à des stimuli visuels émotionnels, donc des visages, ici, donc un visage contenant de la peur, exprimant la peur, un visage exprimant la joie et un visage n'exprimant rien. Ou, disons, pas d'émotion, neutre. Et donc ils ont montré ces visages à des patients épileptiques qui avaient des électrodes dans l'amygdale. Donc je vais revenir plus tard sur ce type d'enregistrement. Mais rapidement ici, donc les patients avaient des électrodes implantées dans les amygdales, dans l'amygdale droite ou gauche en général, et ils ont regardé les réponses à ces stimuli visuels. Ce qu'on voit ici, c'est que donc, la trace rouge représente les réponses de l'amygdale à des stimuli apeurés par rapport aux stimuli neutres et de joie. Et on voit que l'amygdale répond plus fort et plus tôt au visage de peur. Ils ont fait une manipulation qui était intéressante, c'est qu'ils ont aussi présenté des visages où n'étaient présentées que les fréquences spatiales hautes ici ou basses ici, avec l'idée que ces fréquences sont traitées par des voies visuelles différentes, les voies magnocellulaires et parvocellulaires. L'hypothèse, c'est que ces fréquences spatiales-là se propageraient plus vite vers l'amygdale que ces fréquences-là. Et c'est effectivement ce qu'ils ont montré. Donc ils ont montré ici, je ne sais pas si c'est visible, mais en tout cas, ils montrent ici que les réponses, que les stimuli ne contenant que les fréquences spatiales basses ou contenant toutes les fréquences induisent des réponses plus rapides dans l'amygdale que ces stimuli-ci qui contiennent des fréquences hautes. Et donc, ces résultats suggèrent qu'il y a des réponses rapides de l'amygdale aux composantes basse fréquence et qui reflèteraient un recrutement des voies magnocellulaires, donc une voie rapide qui ne passerait pas nécessairement par le cortex visuel. Et leur conclusion suggère qu'il existe donc une voie sous-corticale rapide vers l'amygdale qui aurait évolué pour permettre la détection rapide de la menace. La question maintenant, c'est existe-t-il de telles voies dans le domaine auditif ?
la manière dont les sons rugueux ciblent l'amygdale reste assez peu claire. Il est suggéré que les sons, eux aussi, puissent atteindre l'amygdale via deux routes différentes, passant par le thalamus, une voie lente passant par le thalamus, le corps genouillé, médian, ventral, supporterait la voie lente, permettant la reconnaissance des stimuli. Et il a été proposé donc une seconde voie rapide qui permettrait un accès rapide aux émotions et qui ne serait pas nécessairement tonotopique. D'accord. Donc la question, c'est est-ce que les sons rugueux, effectivement, passent par cette voie ou passent par cette voie? On s'est ensuite intéressé, pour essayer de répondre à cette question, à savoir si les sons rugueux induisaient des réponses cérébrales plus rapides. Donc on a effectué des enregistrements électroencéphalographiques de surface chez une vingtaine de participants. On leur a fait écouter nos sons, donc des vocalisations neutres, des cris et des vocalisations et des cris synthétiques. Et on enregistrait leur activité cérébrale de surface grâce à des électrodes électroencéphalographiques. À chaque fois qu'un son était présenté, on a pu enregistrer l'activité cérébrale. Donc chacune de ces traces ici représente un essai. D'accord ? Donc une trace EEG correspondant à la réponse cérébrale à un son particulier. Si on moyenne toutes ces réponses ensemble, on obtient ce qu'on appelle une réponse évoquée, un potentiel évoqué. Et voilà les potentiels évoqués qu'on obtient pour chacune de ces vocalisations. Donc notez que ces vocalisations sont égalisées en intensité, qu'elles possèdent toutes les mêmes attaques, c'est-à-dire qu'on a lissé leurs attaques pour qu'elles soient toutes les mêmes, elles ne diffèrent que par leur contenu spectro-temporel. Et quand on regarde les réponses évoquées à ces sons-là, on voit très peu de différence entre les trois conditions. D'accord ? Donc ça, c'est les réponses topographiques qui vous indiquent comment le courant sort ou est généré par le cerveau en réponse à ces sons. D'accord ? Donc chacune de ces topographies représente un pic ici, mais ce n'est pas très informatif ici. Et ce qui n'est pas non plus très informatif, c'est la différence entre ces réponses aux trois conditions. D'accord ? Donc chacun de ces sons-là, par ailleurs, on avait 45 sons, chacun de ces sons-là avait un contenu fréquentiel particulier et temporel particulier qu'on pouvait mesurer grâce... ils ont chacun une rugosité différente et une hauteur différente. D'accord ? Certains sont des cris de femmes, certains sont des cris d'hommes. Et donc on pouvait mesurer l'impact de la hauteur de la voix du locuteur et de la rugosité de chacune de ces vocalisations grâce à des régressions qui cherchent à pondérer l'effet de la hauteur ou de la rugosité sur les réponses sur chacun de ces essais. D'accord ? Donc en fait, on fait une corrélation entre chaque point de chaque essai en fonction de la valeur de la vocalisation qui a été présentée. L'idée ici, c'est juste de voir s'il y a un encodage particulier de la rugosité ou de la hauteur au cours du temps. La trace que vous voyez en rouge ici montre qu'on a une corrélation entre la réponse cérébrale et la rugosité dès à peu près 50 millisecondes dans la réponse cérébrale des sujets. Et ensuite, on voit un encodage de la hauteur qui est concomitant avec l'encodage de la rugosité. Ce que ces résultats semblent suggérer, c'est qu'il y a déjà un encodage de la rugosité très rapidement dans la réponse cérébrale. On ne peut pas réellement tirer de conclusion sur l'origine de ces signaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nécessairement montrer que ces réponses-là viennent de l'amygdale, mais on peut déjà montrer que le cerveau répond très rapidement à la rugosité. On a répliqué cette expérience chez des patients épileptiques pour étudier la spécificité spatiale de ces réponses. Donc ici, je vous présente des résultats qui sont malheureusement très préliminaires et je n'ai pas encore eu le temps de regarder exactement ce qui se passe. On a juste regardé la réponse haute fréquence et la corrélation des réponses haute fréquence avec la rugosité ou la fréquence fondamentale. Ce que j'appelle la réponse haute fréquence, c'est donc le High Frequency Activity, ici, HFA. C'est une mesure indirecte du taux de décharge des neurones dans une certaine région. Donc voilà les électrodes de tous les patients qu'on a enregistrés. On a 14 patients ici. La couleur code pour chacun de ces participants. Et là, je vous montre les réponses, donc toutes les électrodes qui donnent ce type de réponse ici. D'accord ? Toutes les électrodes qui vont répondre au son. Et lorsqu'on regarde si la réponse de ces électrodes corrèle avec la rugosité ou la fréquence fondamentale ou la hauteur du son, on observe de nouveau un
un encodage concomitant de la rugosité et de la hauteur, avec ici un tout petit effet assez rapide, assez précoce, qui pourrait correspondre à celui qu'on avait montré en EG de surface dans l'étude précédente. Alors malheureusement, je n'ai pas encore pu regarder précisément ce qui se passe dans l'amygdale, et c'était tout l'intérêt de cette étude, mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper avant d'arriver ici, donc j'espère que vous suivrez mes travaux pour en savoir plus à l'avenir. Et donc on montre ici que la hauteur et la rugosité sont encodées de façon simultanée dans les réponses haute fréquence, essentiellement dans les aires corticales supérieures temporales, donc autour des cortex auditifs ici. Et on voit également que la rugosité semble être encodée plus précocement que la hauteur du son. Donc pour résumer les résultats de ces premières études sur le cri, nous avons montré que les vocalisations rugueuses sont effrayantes et utilisées comme signaux d'alarme. Nous avons montré que la rugosité améliore notre capacité à localiser un son dans l'espace. Nous avons montré que les sons rugueux sont dirigés préférentiellement vers des régions sous-corticales limbiques impliquées dans le traitement des émotions. Et nous avons montré que la rugosité est encodée de façon rapide dans les réponses EEG et intracrâniales. Donc, dans la deuxième partie de cette présentation, on va s'intéresser aux mécanismes neurophysiologiques permettant d'expliquer pourquoi ces sons sont si spéciaux et comment ils sont capables de cibler des régions cérébrales impliquées dans l'aversion et dans la saillance auditive. Donc on va utiliser maintenant des sons qui sont en quelque sorte des modèles synthétiques de cris. On va utiliser des trains de clics qui se trouvent dans le domaine de la rugosité ou au-dessus. Donc des trains de clics à 25 Hz, à 50 Hz, à 100 Hz seraient dans le domaine de la rugosité, et puis au-dessus, à 200 Hz, on sort un petit peu du domaine de la rugosité. D'accord ? Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe quand on fait écouter ce genre de son à des participants, et on va essayer de comprendre comment le cerveau traite ces sons et comment ces sons sont dirigés, sont adressés à certaines régions. L'hypothèse, disons la raison pour laquelle on pense que la communication utilise la rugosité est liée au fait qu'entre, disons, 100 Hz et 200 Hz, la perception du son passe d'un régime discret à un régime continu. D'accord ? Il y a donc ici, entre ces deux régions-là, une sorte de limite temporelle d'échantillonnage à laquelle on n'arrive plus à entendre les sons discrets. Ce que j'entends par là, si on prend un stroboscope visuel, par exemple, je vous mets des flashs, je vous présente ces flashs à une certaine fréquence, donc disons à 20 Hz, je vous présente ces flashs, vous pourrez tous les discriminer, vous pourrez tous percevoir tous les flashs comme indépendants, vous pourrez percevoir tous les flashs. Si maintenant on augmente la fréquence, on a une sorte de persistance des réponses qui va rendre votre capacité à percevoir tous ces flashs, vous ne pourrez plus percevoir tous ces flashs et vous allez percevoir une lumière continue. D'accord ? Dans le domaine auditif, on pense qu'il va se passer la même chose, c'est-à-dire qu'à une certaine fréquence, on excède la limite d'échantillonnage et on ne peut plus percevoir ces sons comme étant discrets. Au niveau des réponses cérébrales, on pense que la transition des réponses discrètes vers les réponses, de la perception discrète vers la perception continue dépend de la capacité du cerveau à encoder chacune de ces transitions rapides, alors qu'ici, à 200 Hz, par exemple, on n'aurait plus une réponse cérébrale par clic, mais on aurait une réponse cérébrale qui grouperait, une seule réponse cérébrale qui intégrerait tous ces clics, d'accord ? Et qui reflèterait non plus la fréquence de modulation, mais juste la hauteur du son. Donc nos hypothèses sont que les stimuli rugueux se situent sous la limite d'échantillonnage et saturent le système auditif au cours du temps, de la même manière qu'un stroboscope le ferait dans la vision, d'accord ? Des flashs visuels très rapides satureraient le système visuel temporellement au cours du temps. Mais si on dépasse cette fréquence-là, le système ne peut plus suivre chacun de ces événements et on perçoit donc un stimulus continu qui n'a plus rien de déplaisant. Et donc nous proposons que ces sons, qui sont des analogues au stroboscope en vision, maximisent l'entraînement des réponses cérébrales au cours du temps. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la saillance temporelle. C'est la capacité de ces sons à entraîner de manière soutenue des réponses cérébrales. D'accord ? Ici, à chaque clic, on a une réponse cérébrale. Ici,
au bout d'un certain temps, le cerveau ne suit plus la fréquence du stimulus et on a une réponse intégrée, d'accord, qui va s'arrêter plus tôt que dans ce cas-là. Les premières expériences qu'on a essayé de réaliser sur ces sons synthétiques, on a essayé de répliquer l'avantage comportemental des sons rugueux par rapport aux sons non rugueux. Donc on a essayé d'étudier l'efficacité de la localisation de sons modulés en amplitude, avec l'idée que si on est capable de percevoir ces fluctuations rapides, on devrait être plus efficace que si la fréquence est trop élevée et qu'on ne les perçoit plus. Donc, dans une expérience de localisation où on présente des sons modulés en amplitude à différentes fréquences, entre 10 Hz et 250 Hz ici, on voit que l'ajout de modulation d'amplitude dans le domaine de la rugosité maximise l'efficacité de la localisation. Si on ajoute ces fluctuations rapides jusqu'à, disons, 100 Hz, on améliore la capacité des participants à localiser ce son. Mais si on augmente cette fréquence au-dessus de la fréquence d'échantillonnage, on perd cet avantage pour l'efficacité, ici, qui retombe au même niveau que celui qu'on avait quand on n'ajoutait pas de modulation d'amplitude. D'accord ? Donc ajouter de nouveau de la rugosité dans ce domaine-là, des modulations d'amplitude dans le domaine de la rugosité, améliore l'efficacité de localisation. Donc on a répliqué ce résultat dans 4 études différentes, et on trouve toujours effectivement que le fait d'utiliser la rugosité permet de localiser les sons dans l'espace plus efficacement. On a fait la même expérience, mais maintenant en détection, c'est-à-dire qu'on présentait des sons à un niveau très bas, à une intensité très basse, difficilement audible, pour voir si des sons rugueux sont détectables plus facilement que des sons non rugueux. Et de nouveau, on observe cet effet selon lequel ajouter des modulations dans le domaine de la rugosité facilite la détection de ces sons. Et dans le contexte de la communication, on peut imaginer qu'effectivement, ajouter de la rugosité à une voix qui serait entendue à distance améliorerait notre détection. Donc de nouveau, l'utilisation de la rugosité pourrait améliorer la perception même d'un son présenté à distance. Pour essayer d'affiner notre compréhension de ce qui se passe autour de cette limite d'échantillonnage, on a effectué 2 autres expériences de psychophysique. La première expérience visait à déterminer plus précisément quelle était la limite d'échantillonnage pour chaque participant. D'accord ? Donc on a demandé aux participants de nous dire si les trains de clics, de nouveau, présentés entre 50 Hz et 250 Hz, étaient perçus comme discrets ou continus. D'accord ? S'ils pouvaient percevoir ces fluctuations rapides ou s'ils percevaient ces sons comme lisses. Et donc on voit que globalement, tous les participants convergent vers une valeur ici qui serait autour de 130 Hz. Donc c'est la moyenne de tous les participants. La limite d'échantillonnage n'est pas nécessairement la même exactement pour tous les participants, mais la moyenne converge vers 130 Hz. Maintenant, si on prend les mêmes sons, mais qu'on demande aux participants de nous dire à quel point ces sons sont déplaisants, donc là, on demande sur une échelle de 1 à 5 à quel point vous trouvez ce son déplaisant. Ce qu'on voit, c'est qu'au-dessus de la limite d'échantillonnage, plus la fréquence du son est élevée, plus le son est désagréable. D'accord ? L'amplitude de ces trains de clics étant constante, ça veut dire que l'énergie portée par le stimulus augmente, ici. Donc ce que ce résultat nous montre, c'est que plus le son est fort, plus il est désagréable, dans ce domaine, au-dessus de la limite d'échantillonnage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sous la limite d'échantillonnage ? Ce qu'on voit, c'est que les sons qui sont présentés dans le domaine de la rugosité sont beaucoup plus désagréables que ces sons-là et suivent un profil non linéaire de réponse. D'accord ? Donc des sons présentés à 20 Hz, 40 Hz, 60 Hz et 80 Hz sont perçus comme beaucoup plus désagréables que des sons présentés dans le domaine du pitch, disons. Donc notre idée, c'est que la raison pour laquelle ces sons sont aussi aversifs, c'est qu'ils sont saillants temporellement, comme les stimuli stroboscopiques dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord ? On est dans des sons temporellement saillants, ça veut dire que chaque clic qu'on entend, chaque clic du son va être perçu comme un clic individuel, et que c'est l'entraînement par ces clics fréquents qui va faire que le son est désagréable. Donc de nouveau, on va effectuer des expériences chez les patients épileptiques qui sont donc à l'hôpital, dans l'unité d'épilepsie,
je vais maintenant vous décrire un petit peu comment ça se passe pour eux. Ces patients-là ont une épilepsie qui est pharmacorésistante, et donc les chirurgiens et les épileptologues se posent la question de savoir s'il faut essayer d'enlever une partie de leur cerveau, la partie du cerveau qui génère des crises d'épilepsie. Pour savoir ça, avant d'opérer, il faut savoir d'où vient l'épilepsie, et donc les patients vont être implantés avec des électrodes intracrâniales ou déposés à la surface de leur cerveau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ICOG, et ça, c'est les électrodes intracrâniales, ou ce que vous avez ici, stéréotactiques. Et donc ces électrodes visent des régions qu'on suspecte comme étant potentiellement impliquées dans la génération de l'épilepsie. Donc, de façon un petit peu opportuniste, nous, on va voir ces patients qui sont en observation à l'hôpital pendant 2 semaines, et puis on passe des expériences avec eux en espérant recueillir, grâce à ces électrodes, des informations sur les réponses cérébrales, les réponses intracérébrales aux sons qu'on va leur présenter. C'est ce que mon collègue Kirill Noursky avait réalisé déjà en 2013. Il avait présenté des trains de clics chez des patients, chez une dizaine de patients, qui avaient des grilles électrocorticographiques sur la surface du lobe temporal supérieur. Les trains de clics duraient à peu près 500 millisecondes et ils présentaient des trains de clics de 25 Hz à 200 Hz. Voilà le type de réponse qu'on observe. Ce qu'il observe, c'est que globalement, plus la fréquence augmente, plus l'amplitude de la réponse précoce est grande. D'accord ? Mais il n'observe pas particulièrement de réponse plus importante pour les sons les plus désagréables, c'est-à-dire autour de 50 Hz et 100 Hz. D'accord ? Sur la droite sont représentées des représentations en temps-fréquence, c'est-à-dire des analyses utilisant la transformée de Fourier pour essayer de déterminer le contenu fréquentiel de la réponse neuronale. Là aussi, c'est relativement peu informatif, mis à part que ce qu'on peut voir, c'est que plus la fréquence est élevée, plus l'intensité des réponses dans la bande gamma, c'est-à-dire de 30 à 150 Hz, est grande. On a décidé de répliquer cette expérience pour essayer de comprendre pourquoi ces sons sont si désagréables. Les sons à 40 Hz, c'est dans le domaine de la rugosité. Donc on a demandé de nouveau à 11 patients d'écouter ces sons très désagréables. Donc là, de nouveau, vous voyez les implantations des électrodes de chacun de ces patients, chacun des patients étant représenté par un code couleur. Et je vais vous présenter maintenant les types de réponses qu'on observe pour chacun de ces patients. Chez le patient 1, on a eu la chance d'avoir une électrode très proche du cortex auditif primaire. Et donc, on va regarder de nouveau l'activité gamma que j'ai évoquée tout à l'heure, l'activité haute fréquence qui est censée refléter le taux de décharge des neurones dans cette région. Si on regarde l'activité, le taux de fréquence, disons l'activité haute fréquence dans cette région, dans le cortex auditif, on voit de nouveau que plus la fréquence est grande, plus la fréquence du son est grande, plus son intensité est grande, plus les réponses cérébrales sont importantes. D'accord ? Donc à 5 Hz, vous avez la trace bleue ici, et vous avez donc le code couleur pour chacune de ces fréquences, et vous voyez que les fréquences les plus élevées induisent des réponses précoces, entre 0 et 400 millisecondes, plus élevées. Donc ça, c'est ce qu'on attend dans le système auditif. On a répliqué ce résultat chez donc 5 patients. Je n'ai malheureusement pas la figure pour les 11 patients, mais le résultat est le même. Lorsqu'on regarde l'activité haute fréquence, les réponses haute fréquence, on obtient ces électrodes-là à travers tous les patients, donc des électrodes qui sont situées essentiellement autour des cortex auditifs. Et ce qu'on voit, c'est que les réponses dans le cortex auditif sont proportionnelles à la fréquence de stimulation, ici. Donc on réplique ce que je vous ai montré juste avant, qui a été réalisé par mon collègue Kirill Noursky dans le cortex auditif. De nouveau, on observe une relation linéaire entre la fréquence de stimulation et la réponse cérébrale. Ceci, de nouveau, n'explique pas pourquoi les sons à 40 Hz et dans le domaine de la rugosité sont désagréables. Ce que les réponses du système auditif nous montrent, c'est qu'il existe une relation linéaire entre la fréquence et l'aversion, mais on n'arrive pas à expliquer ce profil de réponse ici et l'aversion des participants à ces sons-là. Donc l'hypothèse qu'on a émise par la suite, c'est que l'aversion ne doit pas être le résultat des réponses précoces haute fréquence, mais dépend de la capacité des sons à entraîner des réponses cérébrales de façon soutenue. Donc, de nouveau, c'est l'hypothèse que j'avais décrite rapidement au-dessus, ici.
Ce qui va compter, ce n'est pas la fréquence du stimulus, c'est sa capacité à induire une réponse à chaque fois qu'on a un événement sonore. Chaque événement sonore doit donner une réponse cérébrale et induire des réponses de façon soutenue. D'accord ? Donc je redescends. Pardon. Donc pour mesurer ça, on va mesurer la cohérence entre le stimulus et la réponse. Donc maintenant, maintenant pas au début de la réponse au stimulus auditif, mais dans une deuxième zone, dans une zone qui s'éloigne du début de la réponse et où on s'attendrait à observer des réponses soutenues. Ce qu'on va mesurer, c'est la cohérence entre le stimulus et la réponse. C'est une analyse qui mesure la phase de la réponse cérébrale en fonction du stimulus auditif. Ce qu'on cherche à savoir, c'est si on a des réponses soutenues. D'accord ? Ce qu'on peut voir ici, c'est que quand on utilise ces méthodes de cohérence, on va voir un profil complètement différent. On va voir que dans une fenêtre plus tardive, effectivement, les réponses cérébrales vont être parfaitement cohérentes avec le stimulus auditif, le train de clic, dans les fréquences qui se trouvent entre 20 Hz et 80 Hz. On a un profil de réponse cérébrale ici qui ressemble beaucoup plus au profil subjectif d'aversion qu'on a mesuré tout à l'heure. Si on mesure de nouveau cette cohérence chez tous les sujets maintenant, on voit qu'effectivement la cohérence entre le stimulus et la réponse cérébrale est beaucoup plus importante à 40 Hz, 80 Hz, 60 Hz, 80 Hz et diminue jusqu'à 250. D'accord ? Donc là aussi, le profil de réponse en cohérence semble refléter beaucoup mieux ce qu'on a observé comportementalement. Les électrodes colorées ici vous indiquent la fréquence préférée. La couleur de ces électrodes vous montre la fréquence préférée de chacune de ces électrodes. Ce que ça montre, c'est que des électrodes situées non pas dans le cortex auditif, mais un petit peu partout dans le lobe temporal et dans le lobe frontal, vont avoir une tendance à préférer cette fréquence de 40 Hz qui est aussi désagréable. D'accord ? Donc ce qu'on observe maintenant, c'est on voit qu'en regardant la cohérence entre la réponse cérébrale tardive et les réponses comportementales, on a une très forte corrélation, de nouveau, et on arrive disons qu'il y a une forte corrélation entre l'activité cérébrale et la réponse comportementale. Je vais vous montrer rapidement un petit film qui va vous montrer quels sont les électrodes qui s'activent en fonction de la fréquence, donc les électrodes qui vont être cohérentes avec le stimulus. Vous allez entendre les sons, les trains de clic qu'on a fait écouter aux patients qui sont particulièrement désagréables, surtout autour de 40 Hz. Donc, vous avez entendu, les 40 Hz, qui est donc la fréquence la plus désagréable, a tendance à induire, c'est difficile à décrire, disons phénoménologiquement, mais ça induit une sorte de buzz dans l'oreille, et c'est probablement à travers la synchronisation de toutes ces aires cérébrales qui impliquent le cortex frontal et le cortex temporal que ce côté aversif émerge. D'accord ? Alors, je vais vous faire écouter toute la séquence, comme ça vous verrez que non seulement la cohérence est plus forte, mais en plus, à 40 Hz, on synchronise beaucoup plus d'électrodes, donc des régions beaucoup plus dispersées dans le cerveau. Alors vous allez me dire que tous ces stimuli sont désagréables. Je suis d'accord, mais en fait, quand on les écoute à un niveau sonore un peu moins élevé, on retrouve systématiquement ce profil de réponse chez tous les sujets. Ce profil de réponse qui, une nouvelle fois, semble, en tout cas corrèle avec le nombre d'électrodes recrutées de façon cohérente avec le stimulus. On a essayé de savoir par la suite si certaines régions en particulier étaient recrutées par ces sons. Donc est-ce que certaines régions montrent une cohérence plus importante à 40 Hz ? La couleur, le codage en couleur ici vous indique si on est dans l'hippocampe en bleu, si on est dans l'insula en vert, etc. Et ce que vous voyez ici, c'est le même profil de réponse, donc à quel point chacune de ces régions va être cohérente avec le stimulus, disons, va être entraînée par le stimulus, ici à 40 Hz. Donc vous voyez que certaines régions limbiques sont particulièrement recrutées par ces stimuli à 40 Hz. Et ça, c'est un petit peu une surprise parce que, globalement, on s'attend à ce qu'un stimulus auditif induise des réponses dans le cortex auditif.
pas tellement à ce que ça induise un entraînement dans l'insula ou le gyrus parahippocampique ou l'amygdale. D'accord ? De la même manière, on a regardé toutes nos électrodes frontales et pariétales. Donc là aussi, le code couleur vous donne la région dans laquelle on se trouve. Le nom de la région importe peu. Ce qu'il faut voir, c'est que certaines régions frontales et pariétales semblent refléter semblent avoir le même profil en fonction de la fréquence que les mesures subjectives que nous avions réalisées avant. D'accord ? Donc là encore, ça n'est qu'une corrélation, mais nous arrivons donc on a une assez bonne corrélation entre la capacité des sons rugueux à induire des réponses cohérentes et l'aversion subjective. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Je vais vous dire très rapidement. Donc on peut aussi regarder des réseaux, disons, fonctionnels qui sont caractérisés au repos chez les patients. On peut catégoriser les électrodes en fonction de leur appartenance à certains réseaux fonctionnels. Ce qui est important de voir ici, c'est qu'on observe ce même profil de réponse dans des réseaux fonctionnels qui sont limbiques ou impliqués dans l'attention exogène et le default mode network. On observe une synchronisation particulièrement importante dans ces réseaux limbiques et les réseaux de science, qui sont de nouveau impliqués dans la douleur et l'aversion. Alors, pour résumer les résultats de cette étude, nous avons trouvé deux principaux modes liés à l'aversion sonore. L'un dans la plage de rugosité autour de 40 Hz, donc l'un dans le domaine du pitch, de la hauteur, dans le système auditif, d'accord ? Donc on voit une relation linéaire entre la fréquence du stimulus et la réponse cérébrale dans le système auditif. Et on trouve une relation non linéaire ici, dans un réseau qui pourrait être apparenté à un réseau dit de la science, qui est aussi impliqué dans l'aversion et la douleur. Je vais maintenant vous présenter un certain nombre d'études qui sont en accord avec l'idée que la rugosité, et ces sons à 40 Hz en particulier, recruteraient non seulement le système auditif, mais aussi d'autres régions du cerveau. En fait, traditionnellement, quand il a été découvert que les sons à 40 Hz étaient capables d'induire un entraînement des réponses cérébrales, la plupart des études localisaient ces réponses dans le système auditif. Donc, dès 1981, Galambos et collègues avaient déjà montré que la puissance des réponses cérébrales était maximale autour de 40 Hz et redescendait au-dessus. Et dans toutes les études, ou la plupart des études jusqu'à il y a quelques années, toutes ces études cherchaient à montrer que cet entraînement des réponses à la fréquence de stimulation avait lieu dans le cortex auditif bilatéral. Le problème de ces études, c'est qu'elles cherchaient à reconstruire les sources en utilisant des solutions inverses, avec l'a priori que les sources se trouvaient dans les cortex auditifs. Mais ces études n'ont pas réellement cherché à savoir si les sources pouvaient provenir d'ailleurs. Et récemment, il y a une étude qui a été faite par Farahani en 2017 dans la revue Neuroimages et répliquée ensuite en 2019, où ils ont utilisé d'autres méthodes de reconstruction de sources avec des a priori moins forts sur l'origine de ces signaux. Et donc, ils ont regardé ce qu'on appelle les réponses steady state, c'est-à-dire la cohérence entre le stimulus et la réponse en fonction de la fréquence de stimulation. Donc c'est ce que je vous ai montré depuis tout à l'heure, ce qu'on appelle la cohérence. À 4 Hz, à 20 Hz, à 40 Hz et à 80 Hz. À 4 Hz, ils observent essentiellement le cortex auditif bilatéral. Par contre, quand on regarde les sources qu'ils infèrent pour les réponses, la cohérence à 40 Hz, ils observent des sources beaucoup plus distribuées, qui rappellent un peu le profil qu'on a observé, nous, avec nos électrodes intracrâniales. Un profil beaucoup plus distribué à 40 Hz et encore un peu à 80 Hz. Et leur interprétation de ce profil de réponse, c'est que les stimuli auditifs ne recruteraient pas, les stimuli à 40 Hz ne recruteraient pas seulement les cortex auditifs, mais seraient également capables d'induire des réponses en passant par une voie qui n'est pas la voie auditive classique ici en orange, mais une voie auditive qui passerait par d'autres, qui se propagerait par la formation réticulaire pour arriver jusqu'au thalamus, donc pas le thalamus auditif spécifique, mais un thalamus non spécifique, et se propagerait dans des cortex polysensoriels. D'accord ? Donc la voie auditive classique, celle qu'on trouve
dans tous les livres de neurosciences, c'est la voie orange. De temps en temps, mais plus rarement, on voit cette deuxième voie qui est beaucoup moins bien comprise. Et leur interprétation de ce résultat ici, leur interprétation de la dispersion des réponses cérébrales à 40 Hz, c'est que ces réponses-là proviendraient du recrutement de cette voie auditive, disons, non classique. Alors, il existe dans la littérature de plus en plus de résultats qui semblent montrer qu'effectivement, ces stimuli rugueux ne cibleraient pas seulement le système auditif. Donc, je vais vous décrire certaines de ces études. Alors, d'abord, dans une expérience récente menée donc sur Internet par Maria Tchait et ses collègues, ils ont essayé de mesurer la saillance de stimuli auditifs. Et ils ont reproduit notre résultat, le résultat que je vous ai montré au début, qui montre que plus un stimulus est rugueux, plus il est perçu comme déplaisant ou saillant. D'accord ? De nouveau, on a une corrélation très forte entre la rugosité et la saillance ou l'aversion. Et ensuite, ils ont réalisé une deuxième expérience, donc cette fois-ci, ce n'était pas en ligne, mais c'était en laboratoire, pendant laquelle ils ont mesuré les réponses, disons, l'activité oculaire. Par activité oculaire, on entend des mesures du diamètre pupillaire ou des mesures des saccades oculaires, qui nous donnent des informations sur à quel point l'attention, par exemple, est mobilisée par un stimulus. Dans ce travail, ils ont regardé les microsaccades, donc ces rythmes très rapides de saccades oculaires. Ils ont montré que lors de la présentation d'un stimulus, ils observaient une suppression des microsaccades. Ils ont montré que plus le son était saillant ou rugueux, plus cette suppression des microsaccades était importante. Donc les sons rugueux inhibent les microsaccades et leur interprétation de cet effet, c'est que les sons rugueux sont capables d'aller cibler le colliculus supérieur, qui est une structure donc, qui n'est pas corticale, qui est donc sous-corticale, assez profonde, et qui serait impliquée dans la génération de ces saccades. Donc il montre un effet assez précoce de la rugosité qui n'intervient pas, qui ne peut pas refléter un recrutement du système auditif. Je vais maintenant vous présenter un certain nombre d'études qui s'intéressent spécifiquement aux réponses cérébrales à 40 Hz dans un certain nombre de conditions expérimentales particulières. Il existe dans les littératures un certain nombre de résultats qui montrent que les réponses à 40 Hz sont affectées dans des contextes expérimentaux très différents. Par exemple, pendant le sommeil. Donc, dans cette étude, Lustenberg et collègues ont cherché à regarder les réponses à 40 Hz pendant la veille et pendant le sommeil. D'accord ? Ils ont montré que, donc ici, ils regardent l'entraînement des réponses à 40 Hz, okay, et ils comparent avec, donc ça c'est pendant la veille, à gauche, et ça c'est pendant le sommeil. Et ils voient qu'il y a une réduction de l'entraînement à 40 Hz pendant le sommeil. C'est un résultat qui se généralise dans la littérature. Il y a énormément d'études qui montrent qu'effectivement, pendant le sommeil, on a une réduction de ces réponses à 40 Hz. De nouveau, ce n'est pas très clair pourquoi le sommeil affecterait des réponses auditives particulièrement à 40 Hz. Il y a un autre type de recherche qui a été réalisée cette fois chez le rat. C'est intéressé à un autre type de saillance lié cette fois à l'intensité du son. Donc là, ils ont présenté des sons qui étaient des bruits blancs, présentés assez forts, et ils ont montré que, alors que le système auditif, donc ça, tout ça, toutes ces régions-là, c'est des mesures qui sont faites dans des régions du système auditif classique, donc cochléaire nucléus, inférieur colliculus, thalamus auditif et A1. Donc ils mesurent les seuils d'intensité pour activer les neurones de ces régions. Et ils ont découvert qu'il y avait d'autres régions qui répondaient, mais à des sons plus forts, situés, je vais vous mettre tout de suite le diagramme. Donc ça, c'est les réponses qu'ils observent dans le système auditif classique, mais ils ont aussi observé des réponses dans des régions, dans des noyaux qui n'appartiennent pas à ce système auditif classique, passant donc par la formation réticulaire et se terminant dans le cortex entorhinal. Ils ont montré que ces régions étaient recrutées de manière très précoce. Donc ça, c'est la latence de réponse de chacune de ces régions. D'accord ? Et donc, grâce à ces sons, en présentant des sons assez forts, ils ont réussi à montrer qu'il existe une deuxième voie qui était suspectée. D'accord ? On suspectait son existence.
Et ils ont montré qu'il existe une voie alternative, moins sensible, disons, plus difficile à activer ou activée à des niveaux sonores un peu plus intenses. Cette voie n'est pas sans rappeler celle que je viens de vous décrire, d'accord, qui passe par la formation réticulaire et ensuite visiblement par le thalamus et les cortex polysensoriels. Mais en tout cas, il semble que la formation réticulaire qui est décrite ici, qui est représentée ici, soit impliquée. Cette formation réticulaire, elle joue un rôle important dans la veille, et donc ça pourrait expliquer pourquoi, effectivement, pendant le sommeil, on observe des réponses à 40 Hz réduites. Toujours dans cette même voie, ou dans le but de regarder les réponses, d'analyser les réponses dans cette voie réticulaire, disons secondaire ou non classique, une expérience chez la souris réalisée par Kim et collègues a cherché à mesurer donc, dans le forebrain, dans le cerveau antérieur basal, le basal forebrain, ils ont fait des mesures de l'activité cérébrale en réponse à ces stimuli à 40 Hz. Ils ont montré que dans cette région, ici l'équivalent humain, c'est ici, ouais, le basal forebrain est ici, donc cette région c'est l'équivalent humain de celle du modèle murin ici, et donc ils ont observé une résonance à 40 Hz. Et ils ont réalisé des expériences optogénétiques. Je ne vais pas vous décrire la technique ici, l'idée c'est qu'on peut activer des neurones sélectivement, donc ils ont activé des neurones inhibiteurs dans cette région-là, et ils ont montré que l'activation optogénétique ici de ces neurones inhibiteurs réduisait la réponse à 40 Hz observée dans cette région-là. Donc, cela suggère éventuellement une implication des systèmes réticulaires de veille dans l'entraînement à 40 Hz. De nouveau, on est dans un système qui ne ressemble pas au système auditif classique, mais qui serait ce système non classique réticulaire qui serait susceptible de propager l'information par la suite dans des régions beaucoup plus distribuées du cortex. Alors, si on prend les résultats de notre étude précédente, on a montré que les sons saillants ne sont pas traités uniquement dans le système auditif classique, mais aussi probablement dans le système de Science. Et si on regroupe toutes ces informations, on obtient un modèle qui est probablement incomplet et probablement particulièrement spéculatif, mais rendant compte des résultats qu'on a observés. Dans ce modèle, les stimuli saillants seraient orientés vers le système de Science via la voie non classique, passant par donc, le noyau cochléaire, ici, la formation réticulaire et des voies des régions temporales médiales et limbiques pour se terminer dans le système de Science. Même si on manque encore de preuves expérimentales vraiment claires, il y a eu un résultat qui a été, disons une étude qui a été menée dans les années 50, qui était particulièrement intéressante dans ce contexte, qui a montré que si on coupe les colliculi inférieurs de manière bilatérale, on arrive à maintenir un certain niveau de réponse dans le cerveau. Et une hypothèse qu'on peut formuler ici, c'est que eh bien, ces réponses-là seraient liées non pas à cette voie auditive, mais à cette voie auditive, disons, non classique, se projetant probablement vers les réseaux de Science. D'accord ? Donc c'est cette même voie qui est représentée ici. Alors, pour finir, je vais vous parler un petit peu de pathologie des réseaux de Science. Il existe dans la littérature un certain nombre de résultats, en fait beaucoup d'articles, qui montrent que la résonance à 40 Hz est affectée dans un certain nombre de pathologies. Si on tape sur PubMed, donc sur les bases de données PubMed, si on fait une recherche 40 Hz auditif et maladie, on observe voilà, ce genre de mots-clés. Mais surtout parmi ces mots-clés, on trouve des pathologies qui, a priori, n'auraient pas grand-chose à voir avec des réponses auditives. Donc la schizophrénie, la maladie d'Alzheimer, l'autisme, les déficits attentionnels, les troubles d'humeur. Il y a énormément de maladies, de pathologies qui semblent impliquer un défaut de résonance à 40 Hz. Donc c'est ce dont je vais vous parler un petit peu maintenant. Dans la schizophrénie d'abord, je vais vous présenter des études qui cherchent de nouveau à regarder cet entraînement à 40 Hz. Cette première étude a été appliquée chez des patients à risque, donc chez des patients contrôle, des patients à risque et premier épisode psychotique. Et il montre que, effectivement, les patients à risque et les patients premier épisode montrent une réduction de l'entraînement à 40 Hz mesuré avec l'électroencéphalographie, avec l'électroencéphalogramme. Et ils ont montré aussi que la capacité d'entraînement à 40 Hz
corrélait avec le fonctionnement attentionnel de ces participants. D'accord ? Donc la mesure de cet entraînement à 40 Hz donne une mesure, une sorte de biomarqueur de la schizophrénie. Chez une autre cohorte de patients chez qui il existe une délétion dite 22q11 et qui implique un risque accru de schizophrénie. Donc ces personnes-là ne sont pas encore schizophrènes, elles ont juste un risque très accru de schizophrénie. On va observer le même résultat, c'est-à-dire que l'entraînement à 40 Hz est perturbé chez ces patients-là. Donc globalement, ce qu'on trouve, c'est que l'entraînement des réponses cérébrales à 40 Hz est affecté dans la schizophrénie. Et ce qui est également observable chez les porteurs de la mutation 22q11, chez les personnes à risque de développer la schizophrénie. Ce qui suggérerait que l'entraînement à 40 Hz pourrait être utilisé comme un biomarqueur prédictif de la schizophrénie. Il y a de plus en plus de papiers dans la littérature qui montrent ce résultat-là et qui montrent également une corrélation entre le niveau de dépression et les réponses à 40 Hz, le niveau d'anxiété et les réponses à 40 Hz, ce qui, à mes yeux, rend l'implication du cortex auditif relativement peu probable. C'est-à-dire que il est, à mes yeux, plus probable que cette résonance à 40 Hz reflète l'activation d'un réseau dit de science que l'activation d'un réseau auditif, et on expliquerait de cette manière plus facilement les effets de la schizophrénie. Disons, la raison pour laquelle ça expliquerait mieux pourquoi les schizophrènes ont un défaut d'entraînement à 40 Hz. Maintenant, je vais rapidement parler de la maladie d'Alzheimer, chez qui on trouve également des défauts d'entraînement à 40 Hz. Donc là, c'est deux études qui ont été réalisées chez l'humain, où il a été montré, grâce à des mesures en EEG, que l'entraînement à 40 Hz était amplifié, cette fois-ci, chez les patients Alzheimer et mild cognitive impaired, c'est les patients à risque de développer la maladie d'Alzheimer par rapport au contrôle. D'accord ? Donc ça, c'est le niveau de réponse à 40 Hz chez les patients à risque, les participants à risque et chez les contrôles. Donc on a un entraînement qui est plus important. Alors qu'on n'observe pas nécessairement de différence de l'activité au repos entre ces groupes de patients. Donc il semble vraiment que l'entraînement à 40 Hz puisse là aussi être un biomarqueur de la maladie d'Alzheimer. Chez la souris, on peut utiliser des modèles de la maladie d'Alzheimer. Et quand on utilise ces modèles, on observe un résultat inverse. Mais donc il est possible de montrer un déficit de l'entraînement des réponses à 40 Hz chez la souris. Globalement, là aussi, on peut réfléchir à cet entraînement à 40 Hz, la capacité d'entraînement à 40 Hz, comme un biomarqueur de la maladie d'Alzheimer. On va maintenant s'intéresser aux réseaux affectés par la maladie d'Alzheimer. Donc, selon le modèle de dégénérescence de Braak, la maladie se propage de l'allocortex, ici, qui comprend donc, entre autres l'hippocampe, le parahippocampe, des régions sous-corticales comme l'amygdale. Et la maladie se développe ensuite vers les cortex sensoriels, disons secondaires, et associatifs, pardon, et le cortex frontal associatif. D'accord ? Et ensuite se propage dans d'autres régions du cerveau. Il y a deux marqueurs essentiels de la maladie d'Alzheimer, qui sont des agrégats de protéines tau ou bêta-amyloïdes, qui sont caractéristiques de la maladie d'Alzheimer et qui se propagent progressivement et seraient responsables de cette maladie et de la neurodégénérescence chez les patients Alzheimer. Lorsqu'on regarde le profil de déposition des protéines bêta-amyloïdes qui sont caractéristiques de cette maladie d'Alzheimer et prédictives de la dégénérescence, on observe que l'accumulation de la protéine se situe dans ces régions-là, frontales, ici un petit peu pariétales et temporales, qui, à mes yeux, disons visuellement, à la louche, ne sont pas sans rappeler ceux qu'on a observés ici dans notre étude, quand on a regardé la résonance à 40 Hz. Et ce résultat est particulièrement intéressant, en particulier à la lumière de travaux qui ont été publiés, de nouveau sur le modèle murin Alzheimer, par Lee Wei-Tsai au MIT, où ils ont utilisé des stimulations sensorielles à 40 Hz sur des souris modèles d'Alzheimer. Ils ont d'abord montré que la stimulation visuelle à 40 Hz, pendant 1 heure, chaque jour pendant 1 semaine, permettait de réduire la charge de protéines bêta-amyloïdes, ici en noir
c'est avant stimulation ou dans l'obscurité, et en rouge, c'est après stimulation à 40 Hz. Donc dans le cortex visuel, ils observent une diminution de la charge de marqueurs d'Alzheimer. Ils ont répliqué cette étude qui a été par la suite publiée dans le journal Cell la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Et maintenant, ils ont fait cette même étude, mais avec des stimulations auditives à 40 Hz. Ils ont regardé les réponses, donc ils ont regardé les charges de protéines bêta-amyloïdes dans le cortex auditif et dans l'hippocampe cette fois. Ils ont montré que, en l'absence de stimulus, c'est en noir ici, voilà le taux de protéines bêta-amyloïdes. Et par contre, lorsqu'ils stimulaient auditivement avec des sons à 40 Hz, ils observaient une diminution de la charge de protéines bêta-amyloïdes dans cette région-là. En violet, ils répliquent ce résultat dans l'hippocampe, d'accord ? Et là aussi, c'est un petit peu inattendu parce que ça suggère que les sons présentés à 40 Hz sont capables d'activer l'hippocampe et de diminuer la charge de protéines bêta-amyloïdes dans l'hippocampe. Ils n'observaient pas cet effet avec des sons présentés à 8 Hz, en violet. Ils observent un petit effet à 80 Hz, qui est donc le double de la fréquence à 40 Hz. C'est une sorte d'harmonique de la fréquence à 40 Hz. Et ils observent un petit effet de réduction du bêta-amyloïde à 80 Hz. Mais l'essentiel de l'effet se trouve donc à 40 Hz. D'accord ? Donc ce résultat est particulièrement intéressant parce qu'il suggère que la présentation de sons ou de stimuli visuels à 40 Hz a la capacité de recruter des réseaux qui sont non seulement auditifs, mais probablement aussi centraux et ciblant l'hippocampe. Ces sons sont capables de stimuler la région et de réactiver les cellules gliales qui sont chargées, disons, de faire le ménage dans ces régions-là, ce qui va, par la suite, améliorer, donc diminuer la charge de protéines bêta-amyloïdes qui sont les marqueurs d'Alzheimer, il va observer aussi des changements dans la vasculature, dans la vascularisation, dans ces régions-là, et à terme observer une amélioration de la cognition de la souris, en particulier dans ses capacités de mémorisation spatiale. Donc ces résultats sont très intéressants parce qu'ils suggèrent que juste avec des sons et des flashs présentés à 40 Hz, il serait possible de réduire la charge de protéines bêta-amyloïdes chez les Alzheimer. Donc les applications chez l'humain, il y a des applications potentielles intéressantes. Il n'y a pas encore eu, à ma connaissance, d'études cliniques sur ce résultat, mais je trouve ça assez prometteur. J'ai déjà parlé longtemps. Est-ce que je peux prendre encore 10 minutes? Bon, je suis à 1h20, il me semble que ça pouvait durer 1h30. Donc je vais vous pousser jusqu'au bout alors. D'accord. Donc je vais maintenant vous parler d'épilepsie. Il y a une observation qui est faite régulièrement dans les services de neurologie, c'est que les patients Alzheimer présentent aussi une comorbidité avec l'épilepsie. Ces patients-là ont plus de chances de faire des crises d'épilepsie. Donc on s'intéresse. L'idée que je vous présentais ici de ces résultats chez Alzheimer, dans la maladie d'Alzheimer, c'est que ces stimuli à 40 Hz seraient susceptibles de stimuler les réseaux de la science et de réveiller ou d'améliorer le recyclage des protéines bêta-amyloïdes dans ces réseaux-là. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ces sons-là sont aussi capables de stimuler les réseaux dits épileptiques dans l'épilepsie temporale ? Pardon. Il existe un type d'épilepsie qui est assez connu, c'est l'épilepsie photosensible, qui correspond à peu près 3% des épileptiques, et qui disons, c'est une activité épileptique qui peut être entraînée par la présentation de flashs visuels à une certaine fréquence. Donc en général, dans le système visuel, c'est plutôt autour de 12 Hz, entre 12 et 20 Hz. Et en utilisant ces flashs stroboscopiques, qui sont l'équivalent des sons qu'on utilise, il est possible de générer de l'activité épileptique. Et en fait, cette épilepsie est très connue parce qu'il y a eu des épisodes assez dramatiques d'enfants qui regardaient la télévision et à cause de certains patterns visuels déclenchaient des crises d'épilepsie. Il y a un épisode très connu d'un dessin animé japonais qui a déclenché au même moment 90 crises d'épilepsie au Japon il y a une vingtaine d'années. Donc cette épilepsie photosensible peut être déclenchée par la présentation de stimuli présentés rapidement, disons stroboscopiques, ou des patterns spatiaux précis.
Dans une étude sur la photosensibilité, Parra et collègues ont montré que lorsqu'ils présentaient des stimuli, disons, épileptogènes, ils avaient tendance à observer plus d'activité épileptique lorsque ces stimuli épileptogènes avaient tendance à entraîner la réponse dans la bande gamma. D'accord ? Donc ce dont je parle ici, c'est la cohérence entre le stimulus visuel et la réponse cérébrale a tendance à déclencher des activités épileptiformes. La question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose avec des sons ? Avec l'idée que des sons rugueux seraient l'équivalent des stroboscopes visuels, pourraient induire un entraînement dans la bande gamma et une plus grande cohérence entre le stimulus et la réponse, et ainsi induire, de la même manière que c'était le cas avec la stimulation visuelle, plus d'activité épileptiforme après un son rugueux. Les résultats que je vous présente maintenant sont trop préliminaires pour qu'on puisse en conclure quoi que ce soit, mais j'ai quand même envie de vous les présenter. C'est un patient unique chez lequel j'ai fait des analyses vraiment rudimentaires. C'était le premier patient qu'on ait eu, qui présentait une activité épileptiforme au repos dans le lobe temporal, en particulier au niveau de l'amygdale et de l'hippocampe antérieur. Et on voit que l'activité épileptiforme ressemble à des ondes lentes, comme ça, à assez basse fréquence. Et en fait, ce patient-là, on lui a présenté des sons et des visages. Donc on avait deux protocoles, un protocole visage et un protocole son. Les visages étaient émotionnels et les sons étaient décrits. Et donc on a regardé d'abord l'activité pendant tout le protocole visage, et on l'a comparé avec l'activité pendant le protocole cri, et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les cris ont tendance à induire plus d'activité lente de ce type-là. Pendant le protocole cri, il montrait beaucoup plus d'activité lente que pendant le protocole visage. D'accord ? Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ça pourrait être lié à la rugosité ? Donc maintenant, on va regarder les réponses. On va regarder si on observe plus d'activité épileptiforme en relation avec la présentation de stimuli rugueux. On a donc regardé maintenant la réponse, la probabilité d'observer des pointes épileptiques après chacun des sons qu'on a présentés, donc des sons neutres, des cris ou des cris synthétiques. Et on a observé effectivement que la probabilité d'observer des spikes, des pointes épileptiques, était plus grande pour les cris et pour les cris synthétiques que pour les vocalisations. Donc, les sons rugueux induiraient plus de pointes épileptiformes. Et on a aussi observé, je ne vous présente pas ce résultat ici, que les sons rugueux ont tendance à augmenter l'étendue spatiale de l'activité épileptiforme. Donc là encore, ces résultats sont à prendre avec des pincettes parce qu'ils sont très préliminaires, mais ils suggéreraient que la présentation de stimuli rugueux pourrait cibler les réseaux épileptiques dans l'épilepsie temporale, ce qui a un intérêt particulier parce qu'on pourrait imaginer utiliser ces stimuli pour déclencher de l'activité épileptique chez les patients chez qui on cherche à localiser l'épilepsie. D'accord ? Donc ils ont potentiellement, on pourrait potentiellement les utiliser pendant cette phase pendant laquelle les patients sont à l'hôpital et pendant laquelle on cherche à trouver le foyer épileptogène. Encore une fois, c'est une étude en cours et je ne tire pas de conclusion, c'est juste une hypothèse. Alors, ça c'était l'idée dont je parlais juste précédemment, c'est que ces sons rugueux pourraient stimuler les réseaux épileptogènes et éventuellement permettre de mieux localiser l'activité et les pointes épileptiques. Nos résultats, ainsi que plusieurs résultats récents, d'autres résultats dans la littérature, remettent donc en question, en quelque sorte, le modèle actuel de la propagation de l'information auditive. D'accord ? Traditionnellement, on a toujours considéré que les sons, dans l'ensemble, se propageaient dans le système auditif. Il existe un certain nombre de travaux qui suggèrent que les sons pourraient également recruter d'autres régions et d'autres systèmes, mais il existe assez peu de preuves parce qu'il est très difficile à mettre, ces réponses-là sont assez difficiles à mettre en évidence avec des sons classiques. L'utilisation de sons à 40 Hz permet de faire des mesures au cours du temps et de réellement sonder ces systèmes-là visiblement et serait assez prometteuse pour accéder à des pathologies de ce système-là ou des pathologies touchant ce système-là telles que la schizophrénie, l'autisme, la maladie d'Alzheimer, etc. et l'épilepsie.
Alors, cette idée, si on l'étend un petit peu, si on essaie de réfléchir à quel est ce système, d'où vient ce système de saillance et pourquoi il serait différent du système auditif, je souhaite proposer que ce système-là s'oppose de plusieurs manières au système auditif. Donc, le système de saillance serait responsable de la détection de saillance et de la version auditive, contrairement au système auditif qui remplit des fonctions un peu plus élaborées de reconnaissance, de catégorisation, des fonctions, disons, plus avancées, qui seraient aussi capables de faire de la détection, mais que ce système-là de saillance serait un système, disons, un peu plus rudimentaire, probablement un peu plus vieux, évolutivement un peu plus antique, que le système auditif. Il a été suggéré que ce système non classique serait mature beaucoup plus tôt que le système auditif. Il existe quelques références à cette idée dans la littérature, mais ça reste encore un petit peu voilà, superficiel. Le rôle de ce système-là serait de détecter la présence de transitions brutales d'intensité de son, et ce système serait capable de répondre non seulement à l'intensité, mais éventuellement aussi à la rugosité. Et il ne serait pas capable d'effectuer les traitements un peu plus complexes faits par le système auditif classique, de codage de la hauteur, du timbre, etc. Voilà. Parmi les prédictions qu'on peut faire, c'est que ce système de saillance serait perturbé pendant le sommeil alors que le système auditif serait plus ou moins préservé. Il est connu qu'on est capable de détecter la présence de son prénom, de détecter quand quelqu'un prononce notre prénom pendant le sommeil. Voilà, la question se pose de savoir si la rugosité ou la hauteur perturberait différentiellement ces systèmes. Et enfin, alors qu'il existe dans la littérature de nombreuses références à l'entraînement à 40 Hz comme un problème de système auditif, en particulier dans la schizophrénie, à mon avis, ce qui pourrait se passer plutôt, c'est que le problème qui est observé à 40 Hz serait plutôt un problème de réseau de saillance dans toutes ces maladies, plutôt qu'un problème auditif. Voilà. Alors, pour conclure, donc nos travaux suggèrent que le cri est effectivement un signal de communication rugueux et saillant et particulièrement efficace pour déclencher des comportements rapides et capturer l'attention. On a montré que ça accélère le comportement. On a montré que ces cris rugueux sont capables de cibler préférentiellement des régions émotionnelles, capables de répondre aux émotions et aux dangers dans le cerveau. On a discuté d'un modèle neurophysiologique de la perception de la saillance qui suggère que les sons saillants temporellement recruteraient non seulement le système auditif, mais probablement aussi tout un nombre de régions impliquées dans l'aversion et la perception de la douleur. Ce qui suggérait une application potentielle, et là encore c'est relativement spéculatif aujourd'hui, mais cela pourrait suggérer une application des voies de traitement auditif non classiques qui seraient affectées dans un certain nombre de pathologies du traitement de la saillance, en particulier l'autisme, la schizophrénie et l'épilepsie. Voilà, sur ce, je tiens à remercier tous les collaborateurs qui ont participé à ces études et qui me soutiennent depuis de nombreuses années. Et puis, je voudrais mentionner que, comme Christine Petit nous l'a mentionné au début, que je vais prendre mes fonctions à l'Institut de l'audition dès septembre prochain, où je dirigerai un groupe sur la cognition auditive et la communication en collaboration avec Diane Lazare, qui est chirurgien ORL ici à Paris. Et nous allons nous intéresser donc au traitement auditif central, à la perception de la parole, à la plasticité, éventuellement des problèmes de réhabilitation auditive. Donc voilà, je suis enchanté de prendre mes fonctions à l'Institut de l'audition et je vous remercie pour votre attention.